Bréham, État d'esprit, sur France Inter. Nous parlons du phénomène AMA ce soir dans État d'esprit avec vous, Mathieu Labonne, qui est un ingénieur, un scientifique, un chercheur au CNRS et qui est proche d'AMA. Vous vous occupez de la ferme du Plessis, ici en France. Vous êtes également, nous en parlerons tout à l'heure, vous êtes un responsable du mouvement Colibri. Et AMA est en ce moment à Paris, elle sera à Toulon demain, après-demain et après-après-demain. Et elle était à Paris la semaine dernière. Alors je suis allée la voir, évidemment. Je l'avais jamais rencontrée, je l'avais jamais vue. Je voulais un petit peu me rendre compte. Il y avait un monde fou à la Vilaine, dans une espèce de hangar immense, une très très belle organisation, que des bénévoles souriants, des participants très patients parce qu'ils avaient attendu un bon moment. On sentait une belle énergie, notre AMA douce, souriante, dirigeant une méditation, les paroles de sagesse prononcées. Alors, je peux pas vous dire en quoi c'était. Est-ce que c'était en malayalam ou en hindi? Ça, oui. En malayalam, ouais. Oui. C'est la langue du Kerala. C'est sa langue maternelle. La maternelle, oui. Ouais. Il y avait des grands écrans où c'était traduit en français et aussi en anglais. Et puis, j'ai assisté au fameux darshan, c'est-à-dire les embrassades d'AMA. Je rappelle qu'elle a quand même embrassé et pris dans ses bras 29 millions de personnes dans le monde. Alors, ça se passe à la chaîne. C'est ça qui est un petit peu troublant. Les gens viennent après avoir attendu donc très longtemps, mais encore une fois, avec bonne humeur. Ils viennent se faire prendre dans les bras. Quelques secondes, on enlève ses chaussures. On arrive à droite du fauteuil d'AMA, on repart par la gauche, s'entraîner, on vous aide à vous baisser, puisque comme AMA est assise, il faut qu'on soit un petit peu à sa hauteur, on vous aide à vous relever, et puis surtout à circuler, tout ça dans le sourire et la bonne humeur, mais ça tourne. Alors le rythme, moi je me suis dit que c'était un petit peu incompatible avec l'abandon, la détente nécessaire à une embrassade sincère. Cependant, AMA semble vraiment habité par quelque chose de bon, de doux. Est-ce que c'est l'ambiance? Je ne sais pas. En tout cas, cette embrassade laisse certains indifférents, mais elle en bouleverse beaucoup. Alors, nous allons écouter le témoignage d'une femme qui sort des bras d'AMA. Elle a été interviewée pour le documentaire d'Élise Andrieux et d'Assia Khalid qui s'appelle « Dans les bras d'AMA ». Pourquoi vous êtes venue ? Parce que j'avais besoin de beaucoup de réconfort, beaucoup de force, beaucoup d'énergie et elle m'a donné tout ça. Comme je n'ai jamais été serrée dans les bras d'une mère, donc c'était ma mère. Voilà, elle m'a prise en un seul bloc, comme un bébé, quoi. Comme un bébé est plus petit que sa maman, c'était pareil. Ma mère n'est plus, mais disons que quand j'ai grandi, elle m'a jamais tenue dans ses bras. C'est comme ça. Parce qu'on était peut-être trop, j'étais la 6e d'une fratrie de 7. Et donc peut-être que la sixième, c'était peut-être l'enfant de trop. En fait, j'ai grandi avec de la peur. Et j'ai peur de tout, j'avais peur de tout. Parce que justement, je pense qu'il me manquait la sécurité des bras, de ces bras-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mathieu Labonne. Elle dit beaucoup de choses. Hein. J'étais l'enfant de trop, c'est assez poignant. Elle parle de la peur. La peur, encore une fois, Ama n'arrête pas de le dire, qui ne fait pas bon ménage avec l'amour. Alors ça s'appelle le darshan, cette embrassade. Oui. C'est un terme qui est propre à Ama ou qui existe en Inde déjà ? Non, c'est un terme qui est propre en Inde, qui veut dire le fait de voir. Donc beaucoup des maîtres spirituels font des darshan, mais qui ne sont pas sous la forme d'étreinte. C'est-à-dire que la présence d'un maître en Inde est vue comme un moment très particulier. Donc les gens en Inde peuvent effectivement attendre des heures, juste pour avoir un regard ou un temps de proximité avec un maître comme Ama. Un contact, on va dire. Voilà, une forme de contact. Oui. Ça pourrait être l'imposition des mains. Ça peut être ça, ça peut être simplement un regard aussi. Ouais. Oui. Alors vous, est-ce que vous l'avez vécu ce darshan d'Ama ? J'en ai vécu plusieurs, oui, ça fait 10 ans que je la connais, j'en ai plusieurs par an. Ouais. C'est quelque chose de forcément très personnel, donc y compris, c'est quelque chose qui est très différent à chaque fois. Moi, la constante, c'est que c'est un moment de grande paix, c'est un moment où de toute façon le mental s'arrête complètement, où on est en dehors de tout le reste de notre vie, on est vraiment pleinement présent à ce qui se passe. Et au-delà de l'expérience qui peut être effectivement plus ou moins forte suivant les personnes, moi ce que je vis en tout cas de façon constante, c'est que c'est un moment qui m'accompagne dans la suite. C'est comme si à chaque fois, ça m'aidait pleinement à me recentrer et à continuer mon chemin. Donc c'est une dimension un peu symbolique aussi dans cette rencontre avec Ama pour moi. À chaque fois,
Je n'y viens pas personnellement pour trouver du réconfort, ou voilà, j'ai la chance d'avoir une vie... Vous ne vivez pas dans la peur, comme me disait cette dame? Je pense qu'on a tous des peurs, mais en tout cas, j'ai plutôt la chance d'avoir une vie agréable. Donc, dans les gens qui viennent voir Amma, il y a des gens qui ont des attentes extrêmement différentes. Effectivement, beaucoup de personnes qui viennent dans l'attente d'un soutien ou d'une forme de paix intérieure. Et des personnes qui sont vraiment aussi dans une démarche simplement spirituelle et qui voient le darshan comme un jalon sur leur chemin personnel, un moment de rencontre avec Amma dans la mesure où elle nous inspire à l'intérieur. C'est quelque chose d'assez subtil, mais le darshan peut être pour moi un peu comme un petit boost qui permet de continuer à avancer dans l'année qui vient. Vous avez dit 2 choses, Mathieu Labonne, depuis que vous êtes ici, qui sont se rapprocher de soi, savoir qui on est. Et vous avez dit également arrêter le mental. Ça me paraît être 2 choses juste impossibles dans la vie. C'est-à-dire que savoir qui on est, moi je me dis mais je sais absolument pas qui je suis, je sais combien j'ai d'enfants, quelle année je suis née, ce que je fais comme métier, ce que j'ai eu comme réussite, ce que j'ai eu comme échec. Mais qui je suis, mais j'en sais fichtre rien, comment on fait? Oui, alors déjà dans la tradition de l'Inde, ça c'est vraiment la tradition de l'Inde qui dit que le but de la vie c'est de réaliser notre vraie nature, qui on est au plus profond de nous-mêmes. Et dans cette tradition, l'idée c'est qu'au fond de nous-mêmes, on est cette forme d'étincelle divine, on est ce qu'on appelle le soi en Inde, on est quelque chose qui n'est pas identifié, une source de joie infinie, une forme de conscience. Et dans la tradition de l'Inde, tout le but de la démarche spirituelle, c'est de retirer un petit peu toutes ces couches que l'on s'est construites. Mais on retire tout! Alors, à la fois, ça reste. La seule chose, c'est qu'on n'est pas identifié. Et le mental est un outil qui peut être très utile, y compris pour avoir du discernement, par exemple. Oui, c'est quand même avec le mental qu'on a fait les TGV, les ordinateurs, voilà, et les avions. Vous oui, qui puis êtes... même sur la démarche spirituelle, ça peut nous servir un peu de gouvernail aussi, qui a une forme de discernement. Je rappelle que vous êtes ingénieur pour ceux qui prennent l'émission en route. Donc l'ingénieur, quand même, il bosse avec le mental. Oui. Ah bah oui, de toute façon, l'intellect et le mental sont très utiles. Après, même c'est pareil par rapport au corps, c'est à quoi est-ce qu'on est identifié? Et suivant ce à quoi on est identifié, c'est là où on va être dans une forme de joie ou une forme de bonheur. En fait, il y a notre corps et nos habits. Voilà. Et notre métier et la taille de notre appartement, c'est nos habits, mais c'est pas notre corps. Oui, et puis même notre corps lui-même est en gros un habit que revêt notre âme c'est vrai. pendant cette vie. Ça, après, c'est une croyance qui est portée par, je pense, toutes les traditions spirituelles, qu'on est au-delà du corps, au-delà de nos pensées. Et l'idée, c'est d'arriver à le réaliser. Et c'est toute la démarche dans laquelle on est. Et je pense que la rencontre avec Amma, pour beaucoup de gens, c'est un moment où on touche ça, où on touche cette dimension-là de l'existence. Je pense que ce qui bouleverse le plus les gens, c'est le fait qu'ils ont accès à autre chose en eux-mêmes. C'est pas quelque chose qui est en dehors d'eux-mêmes, c'est quelque chose qui est en eux-mêmes. Au centre. Ouais, c'est pas tellement qu'Amma leur transmet quelque chose, c'est que la présence d'Amma leur permet de toucher quelque chose en eux-mêmes. Ah d'accord, ils ne viennent pas recevoir, ils viennent peut-être avoir un contact, une connexion entre eux et eux, quoi. Entre eux et le noyau de eux. Voilà. Pas la part apparence. Je sais pas s'ils viennent consciemment pour ça, mais je pense que c'est ce que permet Amma. Amma est un peu comme un miroir qui les renvoie quelque chose de profond au fond d'eux-mêmes. Je pense que c'est mon expérience et celle de beaucoup de personnes, sachant qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est forcément subjectif et personnel, donc il n'y a pas de. En fait, on vient pas te donner la clé de la porte, on vient juste te dire qu'elle est ouverte. Oui, c'est vraiment pour moi, Amma, c'est vraiment un miroir. C'est aussi un mystère. Ce qu'elle fait, ce qui elle est, ça reste un mystère. Et finalement, ce mystère nous renvoie aussi au mystère qui se trouve au fond de nous-mêmes. Et qu'on peut difficilement appréhender purement par l'intellect et le mental. C'est avant tout une expérience. Alors, cette chose énorme que vous avez dite, c'est d'arrêter le mental. Moi, je l'ai fait, ce darshan. Et je me disais, oh là 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 là, alors il faut bien que je regarde ceux devant. Ils sont partis par la droite. Oh là là, va pas falloir que je traîne. Il va falloir que je regarde, parce que sinon, je vais freiner le truc. Alors, il faut pas la toucher, il faut pas faire ci. Et celui-là, et nanana. Oh, est-ce que j'aurais pas un trou à ma chaussette? Oh, ben lui aussi, il a un trou à sa chaussette. Donc, c'est pas très grave. Enfin, arrêter le mental, mais j'ai essayé de toutes mes forces, mais j'ai pas réussi. Oui, ça c'est, après, je pense que c'est différent pour chacun encore une fois, mais c'est le but de la méditation, par exemple. C'est-à-dire de reprendre le contrôle sur nos pensées. C'est pas dire de ne plus penser. Ça veut juste dire être en capacité, un peu comme on maîtrise son corps, on peut, d'arriver par rapport à son mental, d'en faire vraiment un outil. De pas être, nous, un outil du mental, mais que le mental soit un outil au service de qui on est au fond de nous-mêmes. Et ça, c'est nous qui nous servons du mental et c'est pas le mental qui nous emmène. Voilà. Et ça demande de la pratique. C'est comme vous dites, quelque chose de difficile. Si on trouve déjà difficile, je sais pas, d'apprendre le piano ou d'apprendre, je sais pas, la cuisine et qu'on a besoin pour ça d'enseignants qui nous montrent, c'est rare les gens, à part des génies qui apprennent le piano tout seul et qui deviennent Beethoven, la plupart d'entre nous, on a besoin de gens qui nous montrent. Bien sûr, pour savoir lire la musique. Pour apprendre à nous connaître et connaître notre mental, on a aussi besoin de personnes, peut-être qui ont fait ce chemin avant nous et qui peuvent du coup nous éviter des écueils.
Mathieu Labonne, merci. Nous parlons donc de ce darshan d'Amas. Le darshan est l'action de prendre dans ses bras pour communiquer. Moi, je dis une paix. Vous essayez de nous expliquer que elle nous indique un chemin vers nous-mêmes. Hein. C'est très difficile à exprimer, vous l'avez dit, Mathieu Labonne. C'est très personnel. C'est pour ça que c'est dur à dire avec des mots. Et un cinéaste a décidé de filmer ce phénomène. Écoutons Claude Lelouch. Je voulais vraiment que le suspense à main soit total pour mes comédiens et qu'ils vivent vraiment en direct ce moment de cinéma. On a filmé ça vraiment avec des téléobjectifs, avec des caméras cachées. D'un seul coup, les acteurs ont fait des choses que j'aurais été incapable de leur demander. Et vous savez, il y a une part d'invisible importante chez chacun d'entre nous. Et c'est curieux de dire ça pour un cinéaste, mais j'ai eu le sentiment de filmer l'invisible. Filmer l'invisible, c'est beau. Ce film s'appelle 1+1. Il se passe en Inde et il a filmé ses acteurs, entre autres Elsa Zilberstein, qui ont subi le vrai darshan. Ils n'ont pas joué. Il a filmé Amma, d'ailleurs. Oui, dans le film 1+1, donc qui est un film de fiction, oui. Le choix est fait qu'à un moment du film, ce n'est pas une fiction. Claude Lelouch filme le darshan de Jean Dujardin et d'Elsa Zilberstein en direct. Ils savaient, alors effectivement, qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là, en tant qu'acteur qui en même temps vit une expérience, ça leur appartient. Mais c'était un choix parce que Amma n'étant pas une actrice et ils voulaient mettre Amma dans le film, il fallait filmer Amma dans ce qu'elle fait tous les jours, dans cette étreinte.